Le ministre, vous revenez auprès de l'Assemblée nationale pour qu'on proroge un processus de sortie de l'état d'urgence sanitaire, les mains vides, et en espérant que nous vous refassions un chèque en blanc, comme ça a déjà été le cas. Je dis les mains vides parce qu'en vérité, dans votre introduction liminaire, alors peut-être que dans les débats demain et en séance, vous aurez plus d'éléments, mais vous n'avez absolument rien dit qui pourrait nous donner la conviction que ce que vous allez faire dans les prochains mois sera plus efficace que ce que vous n'avez pas fait les mois précédents. Et vous pouvez toujours prétendre que personne ne peut ici dire il n'y a qu'à Faucon, etc. Mais on est dans un processus et dans un exercice parlementaire où vous devez rendre des comptes. Et le problème, c'est que à cet exercice, vous avez complètement échoué. On est dans une situation où vous gargarisez du chiffre de 1 million de tests, alors que, exemple après exemple, et il y en a eu un certain nombre ici, la réalité, c'est que ces textes sont, s'il y en a 1 million, parce qu'encore une fois, ces textes, ce chiffre, on est censé vous croire sur parole, mais en tous les cas, s'il y en a 1 million, ils ont, pour la plupart, aucune utilité puisqu'ils sont faits avec un retard préjudiciable. Les laboratoires également ont été mobilisés, certains en grève, parce que les conditions n'étaient pas réunies. Or, quand il y a plusieurs mois maintenant, je vous avais interpellé sur la nécessité de planifier la stratégie de dépistage. Vous n'avez pas répondu à la question, vous avez été extrêmement méprisant en renvoyant à je ne sais quel exemple exotique. Alors que la question était justement à ce moment-là de savoir comment on fait pour permettre, organiser, mutualiser cela. La réalité, et c'est ce que pas simplement la France Insoumise disent, mais beaucoup d'acteurs du terrain, c'est qu'il y a un sentiment de pagaille générale, qu'il y a un sentiment qu'en gros, vous renvoyez, y compris aux collectivités, la responsabilité de se débrouiller, pour dire les choses gentiment, avec un manque systématique et constant. Ce ne sera pas fini, monsieur le ministre, soyez en sûr, parce que nous reviendrons là-dessus et nous ne vous voudrons pas plus de chèques en blanc ce soir, demain, que nous nous en avons donné avant, parce que vous avez échoué de nos points de vue à assurer la protection de la population. Il s'agit d'un amendement qui revient sur l'enjeu important, je crois, en termes sanitaires, économiques et sociaux, de la gratuité des masques. Nous avions déposé en avril dernier une proposition de loi demandant cette gratuité afin de permettre que toute la population soit protégée et que l'épidémie soit encore plus rapidement freinée. Elle est toujours sur le bureau de l'Assemblée nationale. Nous ne désespérons pas qu'elle soit un jour à l'ordre du jour parce que cet enjeu de la généralisation du port des masques implique que ceci soit pleinement accessible, disponible, mais aussi gratuit. C'est un matériel de première nécessité en temps d'épidémie. Rappelons que les calculs faits à ce propos, notamment du magazine 60 millions de consommateurs, montrent que pour une famille, cela coûte entre 100 et 200 euros par mois, une somme extrêmement importante dans le contexte où la précarité sociale et économique s'est accentuée. On le sait, les annonces de licenciements et les difficultés s'amoncellent. Et il nous semble problématique, y compris pour les publics les plus jeunes, les plus vulnérables, mais aujourd'hui de plus en plus de catégories de la population, que la protection sanitaire soit pleinement assurée, que si nous voulons faire cohabiter la population avec le virus, il faut que tous les outils soient à disposition, et donc la question de la gratuité des masques doit être prise beaucoup plus au sérieux par la majorité et le gouvernement. C'est le sens de notre amendement. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Je voudrais d'abord rappeler que sans attendre une proposition de loi ou un rapport, le gouvernement, mais aussi les collectivités territoriales, et je tiens à saluer ici leurs efforts, ont agi pour assurer la distribution gratuite de masques à ceux qui en avaient vraiment besoin. Quoi qu'il en soit, je voudrais noter quand même que la gratuité générale ne saurait constituer un objectif et une politique crédible, même si c'est ce que vous soutenez, quel que soit le sujet d'ailleurs. Alors, vous regrettez, Madame Obono, et je l'ai entendu, que votre proposition de loi sur le sujet des masques ait été ignorée par le gouvernement et la majorité. Moi, j'observe surtout, en termes de procédure, que votre groupe politique a choisi,
ensuite bien choisi de ne pas l'inscrire à l'ordre du jour de sa journée réservée, qui était le 4 juin dernier. Et je note enfin, à titre informatif, qu'une commission d'enquête et une mission d'information ont été mises en place à l'Assemblée nationale sur le sujet du Covid et que toutes les commissions permanentes ont pris le sujet de la crise sanitaire à bras-le-corps. L'Assemblée dispose de ses propres moyens d'évaluation et de contrôle sans avoir à dépendre d'un rapport du gouvernement. C'est donc un avis défavorable, vous l'avez compris. Je vous remercie. Madame Obono. Madame la rapporteure, vous avez raison de noter que nous n'avons qu'une journée d'initiative parlementaire en tant que groupe parlementaire et nous n'avons, y compris, pas pu mettre à l'ordre du jour des textes dans cette commission parce que nous n'avions droit qu'à 2 rapporteurs par commission. Nous voulions discuter de la question du consentement, du non-consentement et de la nécessité d'avoir un âge de non-consentement pour les mineurs. Je crois que c'est un sujet aussi très important dont nous espérons qu'il reviendra puisque le texte est prêt. Donc je vous invite à faire du lobbying au sein de votre majorité et auprès du président de l'Assemblée nationale pour permettre que les groupes parlementaires d'opposition aient plus d'initiatives parlementaires parce que je crois que l'adoption d'un certain nombre de nos propositions, qui pourraient faire consensus d'ailleurs sur certaines questions, serait utile, pas simplement pour nous, mais pour la population. Par ailleurs, je n'ai pas entendu votre argumentation sur le fond. Vous parliez de la gratuité, on pourra en parler, c'est un sujet important. Il nous semble que pour nous, c'est un progrès social en sachant que cette gratuité, elle est fournie par l'État et l'État, il est financé par les citoyens et citoyennes, enfin ceux qui ne tentent pas d'évader l'impôt, comme certains des amis de la majorité. Mais donc c'est un effort collectif qui permet cette gratuité. Donc on pourra, si vous voulez, en discuter parce que ça... C'est l'objet d'ailleurs de beaucoup de travaux de recherche et un sujet passionnant. Mais dans la pratique, la question ici est un état d'urgence sanitaire que vous avez décrété. Et face à cette urgence, il nous semble qu'il n'est pas crédible, pour le coup, de faire peser essentiellement sur la population, sur les individus, et pas juste les plus vulnérables. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est vulnérable. Il y a bien sûr des publics particuliers encore plus mis à mal, mais aujourd'hui, même ce qu'on considère comme étant la classe moyenne est extrêmement précarisé au niveau économique, au niveau social. Et donc, pour la protection collective, il faut que tout le monde ait les moyens. Et donc, de ce point de vue, vous n'aviez pas d'argument contre cet amendement, et j'imagine donc que les collègues voteront, malgré votre avis défavorable, en sa faveur. Madame la rapporteure, vous étiez interloquée qu'on puisse questionner ce que vous dites, vous présentez comme une évidence. Je vous renvoie à la CNIL, dont vous n'avez peut-être pas lu tous les passages de l'avis, puisqu'elle regrette, je cite, que le rapport que le gouvernement a adressé au Parlement ne fasse pas état d'éléments plus précis justifiant de la nécessité de maintenir ces traitements au regard du contexte sanitaire actuel. Donc la CNIL répond à votre interpellation en vous demandant des éléments plus précis justifiant. Et donc ça justifie amplement nos propres doutes et nos propres questions, et le fait que, n'ayant pas rempli une partie quand même importante de ce qui devrait être des garanties, nous ne fassions pas confiance à ce que vous proposez. Et par ailleurs, j'aimerais rappeler que ce débat plus global sur la question des données de santé dont le secret médical est remis en cause, on a eu une discussion lors du précédent débat sur ce sujet, et il y a une entorse importante qui est faite par rapport à ce secret médical, par rapport à la quantité de données et au nombre de personnes qui y ont accès. Il faut le dire et le redire, même si vous insistez sur des garanties qui seraient données. Nous n'y croyons pas, et nous croyons d'autant moins que l'enjeu est au-delà de la crise sanitaire. Rappelons qu'il y a en ce moment des débats autour du Health Data Hub de Microsoft et des problématiques en termes de données personnelles, en termes de privatisation de ces données. Il y a de la part, y compris de sénateurs et sénatrices, des demandes de commissions d'enquête sur les enjeux de sécurité, des dangers de ces données de santé. C'est une sénatrice UDI, ce n'est pas... à ma connaissance, une gauchiste effrénée, ni une insoumise. Et donc, plus largement, étant donné l'expérience que nous avons de la prolongation des mesures dérogatoires et ce que vous faites encore à nouveau, nous pouvons craindre que ce type
de procédure se prolonge et s'entérine, donc notamment avec le processus Health Data Hub, ce qui est extrêmement problématique et justifie amplement notre amendement de suppression.